nous intervenons sur Toulouse et Bordeaux sur des pratiques de mise en conformité. Nous avons fait le choix d'une approche transverse parce qu'effectivement, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, les fonctions et le fait que nous essayons d'aider les PME à cette transition numérique auquel elles ne sont pas du tout habituées, puisque pour elles, c'est un véritable tsunami au niveau de la réforme qu'elles doivent mettre en place en interne, puisque aucune pratiquement n'a véritablement une gouvernance de la data. Donc le RGPD est peut-être en train de manquer sa cible, c'est peut-être la question qu'on va se poser, puisque c'est vrai, au départ, on nous explique que c'est pour, effectivement, et le but est louable, pour aider les citoyens à protéger leurs données, mais c'était aussi pour faciliter la circulation des données. Mais les grands groupes, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, sont frais. Vous avez tous reçu une avalanche de politiques de confidentialité où chacun s'estime champion de la privacy. Et la petite PME dans tout ça, qu'elle soit en province ou à Paris, elle n'a pas forcément les moyens, le budget, les compétences en interne pour appréhender cette transition numérique. Donc aujourd'hui, lorsque nous intervenons dans les entreprises, on est face à deux types de comportements. Le premier, c'est une incompréhension. Beaucoup le vivent comme une contrainte. Et donc, il y a un gros travail pédagogique pour leur expliquer que non, ce n'est pas simplement fait pour protéger la vie privée des citoyens. Ce n'est pas ça. C'est qu'on est sur un changement de paradigme, que la loi de 78 n'avait pas été appliquée et qu'il y a, au-delà de cette volonté de faire circuler les données, d'unifier le droit, il y a un véritable enjeu de compétitivité. Ce qui veut dire que demain, si les entreprises ne remettent pas la main sur leurs data, elles ne feront pas partie du match. Parce que le match, il se joue à tous ceux qui seront sous le robinet de la data. Et la PME, elle a une force, et elle ne doit pas l'oublier, c'est qu'elle est extrêmement agile. Ce qui lui permet d'appréhender cette transition numérique en mobilisant ses ressources pour autant qu'elle la comprenne. Alors quand on arrive dans une PME, alors parfois c'est une belle PME, sur Toulouse on a quand même un gros sous-traitant d'Airbus, mais il n'y a pas que cela. On a l'aéronautique, on a Aerospace Valley, on a de très belles boîtes, vous avez des champions du numérique, vous avez une très belle école de mathématiciens avec de l'IA extrêmement développée. Vous voyez que sur Montpellier également, vous avez des sociétés qui voient dans le RGPD une nouvelle source d'opportunités, donc des nouveaux métiers se créent. Vous avez une petite société qui s'appelle Acceptio, qui a foncé sur le RGPD, je crois, juste suite à une de mes interventions, et qui a dit, moi, je vais travailler sur la blockchain du consentement, parce que le consentement, c'est peut-être la colonne vertébrale du RGPD, c'est ce qui pose problème. Donc aujourd'hui, pour la PME, c'est ce changement de culture qu'elle doit appréhender, puisqu'on était dans une culture très latine, du pas vu, pas pris, on faisait des déclarations auxquelles on ne comprenait pas grand-chose, puis on se disait, jusqu'ici, tout va bien, et on leur explique que du jour au lendemain, depuis le 24 mai, ils sont responsables. Ils sont responsables, ils vont avoir une responsabilité civile et pénale, qu'il y a finalement la sanction de la CNIL qui peut arriver, mais pas que, parce que la CNIL a décidé pour la PME qu'il y aurait une courbe d'apprentissage, et on n'est pas là pour sanctionner la PME, bien évidemment, mais les recours juridictionnels, eux, ils sont prêts, il suffit de voir l'association UFC Que Choisir, la Quadrature du Net, qui fait le tour de l'Europe, ou l'association NOIB de Max Schrems, pour que l'on envisage sérieusement d'aider la PME aujourd'hui à faire cette transition numérique. Alors comment on l'aide? Quand vous rencontrez un dirigeant, si vous lui expliquez juste qu'il va falloir qu'il fasse un chèque, ça n'a pas fonctionné longtemps. Parce que là, effectivement, il va voir le RGPD comme une magnifique contrainte. En revanche, si vous arrivez à lui expliquer que derrière cela, il y a un vrai enjeu de compétitivité et une possibilité pour lui d'avoir un avantage concurrentiel, de valoriser la data, ce qu'il n'a peut-être même pas songé à faire, de protéger ses bases de données, de réfléchir en termes également de secret des affaires, puisqu'on a la directive qui arrive, de protéger son savoir-faire, spécifique et original ou pas, ses secrets de fabrication, et puis surtout de répondre à ses obligations légales, puisqu'il y a un gros aspect RH dans le RGPD qui est souvent occulté, c'est ses obligations d'assurer la transition numérique, d'intégrer le RGPD dans les plans de formation et de réfléchir à ce que le RGPD n'est peut-être, que la suite, je crois que Nathalie a écrit un papier là-dessus sur la responsabilité RSE qui était très intéressant, et je pense, et oui je l'ai lu, et c'est vrai que ça correspond un petit peu à notre mode de fonctionnement pour aider les dirigeants à être sur cette prise de conscience que la monétisation de la data, elle n'est pas réservée qu'aux GAFAM.
que l'on peut rentrer également dans ce train qui roule, pour reprendre une expression de cher à Jean-Luc, à toute vitesse. Eh bien, on peut accrocher les wagons. C'est un peu plus long, on nous a laissé une courbe d'apprentissage, mais il faut l'apprendre. Alors, comment ça se passe en pratique? Puisqu'on démarre cette première table ronde et Jean-Luc m'a demandé de faire preuve un petit peu de pédagogie. Alors, on va essayer, parce que sans écran, ça va être compliqué. Je vais retourner à l'écran. J'ai plus d'assistant. Bon. On est toujours trahi par quelque chose. Souvent, c'est la question. J'avais préparé un support d'information. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas? Déjà, c'est bleu. Bleu, on est sauvé? Non. Ah. C'était, il y avait tout à l'heure. C'était bien tout à l'heure? Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas besoin de présentation. On le connaît. C'est pas très grave. Ben, finalement, ça nous apprend toujours à être modeste, parce que c'est aussi ça la deuxième leçon du RGPD, c'est la modestie. Alors, je vais vous dire une chose. Le RGPD, c'est peut-être simplement remettre l'humain au centre de toutes nos pratiques. Faire confiance au tout digital, on en voit la limite. Ça n'a pas fonctionné longtemps. Alors, le tsunami numérique, il avance. Il est pour la petite PME un enjeu qu'elle doit dépasser, qu'elle doit prendre à bras le corps. Et il faut savoir lui expliquer que rien ne va l'arrêter, ce tsunami numérique, rien, sauf la confiance des utilisateurs. Donc on est sur deux principes qui sont assez simples. C'est la transparence, d'abord de l'information. Il suffit de voir le champion du monde de Facebook faire la tournée aujourd'hui du grand pardon, où il est en train de nous expliquer s'il n'a pas été aussi transparent qu'il a bien voulu l'être, c'est qu'il a des raisons. Donc, on a hâte de les entendre. Mais pour le moment, il n'a pas satisfait grand monde. C'est un, la transparence, et deux, c'est la confiance. Mais la confiance de tous, clients, utilisateurs, agents, salariés et consommateurs final. Donc, comment on aborde une mise en conformité dans une petite PME? D'abord, d'expliquer aux dirigeants qu'il va devoir le faire parce que sa responsabilité civile et pénale, c'est vrai qu'elle est susceptible d'être mise en cause. La deuxième, c'est que c'est vrai qu'il y a les sanctions de la CNIL, mais c'est pas véritablement ça. On va pas démarrer. On n'est pas on n'est pas là pour être des marchands de peur sur la PME. Bien évidemment, tant qu'il n'y a pas d'atteinte sur les risques et libertés, sur les droits et libertés des personnes, elle n'est pas là. La CNIL, elle a fait des cahiers qui sont très bien rédigés. On a fait des investissements qui sont assez lourds. Vous avez le cahier du sous-traitant, vous avez sur les véhicules connectés, vous avez tout un tas vous avez le kit de survie sur la CNIL, vous avez l'ANSSI qui fait ses recommandations. Vous pouvez même bénéficier de MOOC gratuits que je vous engage, lorsque vous avez une PME, à faire diffuser au sein de votre entreprise. Vous avez le kit. Mais après, il faut réfléchir en termes d'organisation, parce que le RGPD, c'est pas simplement récupérer une documentation mal digérée, faire de la sécurité du système d'information et se dire ça y est, c'est terminé. Ça serait si simple. Non, ça marche pas comme ça. Donc la difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est dans la prise de conscience du dirigeant, mais qu'il va devoir déterminer une enveloppe budgétaire, ça c'est du concret, c'est pas de la théorie. Combien de temps également il va devoir faire pour assurer cette transition numérique? Donc la première étape, c'est la sensibilisation de son personnel, parce que le facteur humain, c'est souvent le maillon faible de la sécurité. On l'a vu, vous le savez, affaire Deloitte, 225 000 mails impactés sur une problématique de mot de passe d'un administrateur qui a touché les plus grandes entreprises du CAC 40. Vous avez également les affaires Darty, vous les avez vues. Et puis nous avons eu hier une magnifique surprise, nous, au niveau de la justice, où on a appris que il y avait des usurpations, du hameçonnage, on ne sait pas trop qui il y a derrière, on va le découvrir assez rapidement. Je pense que l'article du Monde était très bien fait sur la question, ou même en tant qu'avocat, greffier, mandataire judiciaire, on peut se retrouver avec une problématique de sécurité. Donc effectivement, tout le monde est concerné. Nous, en tant que citoyens, en tant que profession libérale, en tant qu'intervenants, auxiliaires de justice, et la PME. Et on est tous démunis parce que devant la faille de sécurité, même les méchants font leur transition numérique. Alors si effectivement un gamin de 14 ans avec son ordinateur arrive à pirater des adresses en Gmail, en Yahoo, à faire du hameçonnage et pour arrondir ses fins de mois à faire une magnifique fraude au président, effectivement, il ne va plus y avoir de courbe d'apprentissage de la CNIL si les pratiques élémentaires en termes de sécurité, alors qu'elle met à disposition gratuitement des cahiers avec l'ANSSI, ne sont pas intégrés tels que changer les mots de passe, etc. Donc la première étape qui est indispensable, c'est cette sensibilisation,
de l'humain, des équipes, et pas des équipes se contenter uniquement des équipes métiers qui font du marketing ou penser que ne sont concernés que les champions du numérique. Non, non, pas du tout. Qu'on soit dans un cabinet d'avocats, qu'on soit dans une entreprise de transport, qu'on soit même parfois, on vend des petites chaussures sur Internet ou des vêtements, mais on a des fichiers clients, on a des fichiers prospects. Alors, il ne faut pas les brûler. Il ne faut pas les brûler du jour au lendemain. Toutes vos bases de données, il y a des règles, il y a des textes, il y a des distinctions à opérer. Il faut le faire intelligemment et d'abord former ces équipes. Une fois qu'on les a sensibilisées, qu'on a intégré le plan de sensibilisation dans le plan de formation, on attaque par ce qu'on appelle la cartographie des données. Alors, ce n'est pas un gros mot, la cartographie, c'est faire ce qu'on appelle un inventaire des données dans l'entreprise. Et là, on a un problème quand vous arrivez dans une PME. Parce que souvent, ils n'ont pas de direction informatique. Ils n'ont personne pour leur faire la cartographie. On n'est pas dans une ETI. Comment font-ils? Et c'est là que les avocats doivent se faire accompagner par des spécialistes en organisation, des spécialistes également en informatique, pour aider la PME à remettre la main sur sa data. Et alors, ce n'est pas un logiciel qu'on va mettre dans un système d'information qui, miraculeusement, va vous trouver la donnée sensible et va vous faire une magnifique cartographie. Ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus modeste. Parce que c'est ça la leçon du RGPD. C'est que ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le défaire parfaitement. Vous allez dans une PME, vous allez voir la comptabilité. On lui pose des questions et ce n'est pas le logiciel. La comptable dévouée, efficiente, méticuleuse, il n'y a pas pire, le cauchemar. Elle fait des tableaux Excel avec des zones de commentaires. Et la zone de commentaires, parfois, elle n'est pas triste. Vous avez également le directeur marketing particulièrement efficient qui veut faire des essais, qui récupère de la donnée d'un peu partout parce qu'il est bon, il est commercial, il tape dans les mains, il récupère les cartes de visite, mais pas que. J'en ai vu un demander le régime alimentaire des gens qui faisaient tester les produits et pareil, parce qu'il est méticuleux. Il me fait un magnifique tableau Excel des goûts alimentaires de tous ceux qu'il a pu contacter parce qu'il veut les inviter. Vous imaginez bien le foyer à discrimination qu'on peut avoir par là. Ils n'en ont pas conscience. Nous, on collecte tous les jours des données, mais colossales. Alors, la donnée personnelle, c'est tout ce qui est identifiant et tout ce qui, j'aime bien le latin, potentiellement identifiable. En pratique, dans une société de l'information, où on doit s'intéresser au flux, c'est tout. C'est l'adresse IP, c'est le numéro de carte de fidélité, c'est tout ce qui peut potentiellement identifier une personne. Et donc la difficulté, c'est qu'avec les IA, les robots qu'on envoie un peu partout, eh bien que par recoupement, on peut très facilement identifier quelqu'un. Donc, en tant qu'avocat DPO, comment on doit raisonner? Eh bien, l'inventaire et la cartographie des données des traitements, une fois la phase de sensibilisation faite, elle va nous aider à savoir qui a accès à quoi dans l'entreprise, pendant combien de temps, pourquoi, sur quel support et quel est le niveau de sécurité. Donc des questions simples. C'est pour ça que le RGPD, quand je dis c'est remettre l'humain au centre des pratiques, c'est qui a accès à quoi, pourquoi, pendant combien de temps, dans quel but, et quelles sont les garanties appropriées qui sont apportées pour assurer la sécurité de l'information et des données et des traitements. Une fois que vous avez cette cartographie, eh bien c'est là la difficulté auquel on va se retrouver confronté, c'est que la PME de moins de 250 salariés, elle n'a pas forcément bien compris le texte. Parce que ce n'est pas forcément clair, et puis même bien que nul ne soit censé ignorer la loi, elle dit moi je ne suis pas concernée par le DPO, je ne suis pas concernée forcément par l'obligation de tenir un registre, mais si, à partir du moment où vous avez des salariés, il vaut mieux que vous ayez un registre. Parce que vous gérez des données sensibles d'une catégorie particulièrement vulnérable dont le consentement, le salarié, n'est jamais libre parce qu'il est en état de subordination. Et on traite quoi quand on a des salariés? On traite son numéro de sécurité sociale et dans la PME, le numéro de sécurité sociale, il est dans le registre unique, sauf qu'avec le RGPD, ce n'est pas possible. Il doit être réservé uniquement à la paye et aux déclarations sociales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, benoîtement, on se retrouve avec un magnifique blanco parce qu'on m'explique, mais pourtant, quand on l'achète, c'est marqué dans le champ. On nous dit de mettre le numéro de sécurité sociale. Là, la modestie face au RGPD, la petite PME, achat de blanco, de collants, pour dire, finalement, du jour au lendemain, je ne dois plus mettre le numéro de sécurité sociale. Là, je vous parle de pratique, parce qu'on est là pour échanger nos pratiques. Deuxième question, le permis de conduire. Ce qui est magnifique quand on peut l'appréhender, il suffit de regarder la faille Uber. À quoi ça sert d'appréhender un permis de conduire? Ça sert à faire des magnifiques usurpations d'identité. Numéro de permis de conduire, dans les entreprises, dans la PME,
on en a sur tous les salariés, on ne sait même plus pourquoi, et on le conserve soigneusement. Sauf qu'avec le RGPD, ce n'est pas possible. Il faut nettoyer ça tout de suite. Vous ne pouvez pas conserver le permis de conduire. Il y a d'autres moyens, vous faites une déclaration sur l'honneur, etc. On a d'autres moyens de le mettre en place. Et puis on a aussi une troisième problème qui va arriver, c'est le PASS, le prélèvement à la source en janvier 2019. Comment on va le gérer? Le prélèvement à la source en janvier 2019 pour les directions RH. Là, c'est du pratique, c'est du concret. Ça veut dire que l'employeur va connaître le taux d'imposition. Alors si je suis dans une entreprise où tout est ouvert à tu et à toi, potentiellement j'ai une bombe à retardement dans l'entreprise. Et je dois garantir, parce que là le PASS et le RGPD sont deux bons amis, le niveau de sécurité approprié et de confidentialité, c'est-à-dire qui au niveau du RH va avoir accès à cette information. Heureusement, le législateur a prévu que le salarié pourrait opter pour un taux neutre. Alors maintenant, on est dans le concret. Est-ce que vous pensez que dans les PME, c'est eux qui font leur bulletin de paye? À la théorie, c'est bien joli, mais non, dans les PME, on confie ça à des sous-traitants. Et souvent, le PDG, qu'est-ce qu'il se dit? Il est sous-traitant, c'est lui qui est responsable. Ça serait si simple, c'est fini ça avec le RGPD. Avec le RGPD, on vous explique benoîtement qu'il va falloir documenter, qu'il va falloir que vous garantissiez de ce que vos sous-traitants puissent justifier des garanties de sécurité qu'ils mettent en place lorsqu'ils traitent les données personnelles que vous lui confiez. Donc ça donne tous les prestataires payent. Ça donne les services informatiques, bien évidemment, puisque pour assurer le PASS, il va falloir qu'on procède à une automatisation. Parce que si on le gère en manuel, ça ne va pas marcher. Déjà, je ne sais pas si ça va marcher, mais le PASS, en pratique, il va falloir permettre aux salariés, de manière automatique, de pouvoir choisir un taux neutre. Là, je vous donne des exemples tels qu'on les a rencontrés. Donc ensuite, on arrive à la phase où on va réussir à faire le registre qui va servir de tableau de bord. La première chose que l'on fait, c'est le registre RH. Parce que je peux vous dire, dans les sociétés, la petite RH, elle n'a pas fait 10 ans de droit. Petite RH, elle nous voit arriver avec des yeux comme des hiboux, où on commence à lui parler de finalité. Et on lui parle de prescription. Et on lui explique, elle découvre que ça fait des années qu'elle a tous les bulletins de paye, contrats de travail, CV de candidats, et qu'elle n'a jamais retiré quoi que ce soit. Et la prescription. Et là, j'ai le RGPD qui m'interdit de conserver plus longtemps que nécessaire des documents et des données personnelles. Comment je gère? Et donc là, j'ai un arbitrage, proportionnalité, entre la finalité et le respect des droits et libertés des personnes. Et ce n'est pas si simple en pratique. Parce que les règles de prescription, ça ne va pas être l'informaticien qui va les sortir. Parce que même pour nous, en tant que juristes, on se pose des questions. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est toujours merveilleux, les exemples. La lutte antidiscrimination. Bien, la prescription en matière pénale, ça va être 6 ans. En matière civile, ça va être 5 ans, et en matière civile, ça va être 6 ans. Mais la difficulté, elle n'est pas là. C'est à partir de quand? C'est qu'en matière civile, heureusement, on a une date butoir qui va être amenée jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire que j'ai entre 6 ans et 20 ans. Comment j'arbitre? Si je garde 20 ans, ce n'est pas forcément proportionnel. Ben oui, mais quand est-ce qu'on découvre une discrimination? Pour un salarié, c'est à partir du moment où il a été mis en mesure sur un plan civil d'avoir des éléments de comparaison. Heureusement que j'ai ma date butoir de 20 ans. Ça suppose de connaître la culture de l'entreprise. En pratique, les actions en discrimination, en jurisprudence, on en a rarement au-delà de 6 ans, en pratique. Mais ça suppose de poser des questions au client, de lui dire voilà, le type de contentieux, il y a un syndicat, il n'y a pas de syndicat, la typologie, et de documenter les choix qui sont pris. Donc, quand je dis que c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire cette règle du pas vu, pas pris, il y a en réalité une inversion probatoire, où la CNIL, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit vous devez me tenir informé, vous devez me justifier de votre niveau de conformité. Elle n'a plus à prouver qu'on n'est pas conforme, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle est conforme. Elle est là, la révolution du RGPD. Au-delà de la transparence, de la confiance et de la volonté d'uniformiser le droit. C'est-à-dire quand je dis que personne n'est prêt, qu'il faut être modeste, c'est que même l'État n'est pas prêt, la CNIL n'est pas forcément spécialement prête, et que la PME, elle doit entamer sa transition numérique avec beaucoup de pragmatisme et en comprenant comment elle va en faire un facteur de différenciation concurrentielle, et je vais terminer là-dessus.
Quand vous expliquez à un dirigeant qu'il va devoir avoir son registre, peut-être réfléchir à désigner un DPO, mais qu'il peut le mutualiser et qu'il va réfléchir à des certifications, des codes de conduite, etc. Mais qu'il soit rassuré, on va le former, son DPO super mutualisé, il n'y a pas de souci. Elle me dit, mais à quoi ça sert? Ça m'en rajoute une couche de plus. J'ai envie de dire non. Parce qu'une entreprise qui vaut 100, elle peut être valorisée à 130 pour autant. Mais que je sois capable peut-être de valoriser le patrimoine informationnel. Et ça, la PME, elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle de ça. Parce que la PME, c'est souvent la grande oubliée de ces stratégies de levée de fonds, de restructuration qu'elle ne comprend pas. Alors qu'elle collecte de la donnée de qualité. Oui, elle peut monétiser sa data. Oui, elle peut le faire. Et c'est là que le conseil, les avocats des PO ont une importance. Et c'est là qu'on a, effectivement, sur le juridique, il faut arrêter que l'IT et le juridique fonctionnent en silo. On doit travailler main dans la main. Et là, dans l'accompagnement qu'on doit à la PME, c'est de lui dire, vos bases de données, elles ont de la valeur uniquement, et elles n'auront de la valeur que si vos traitements ils sont licites. Parce que sinon, et ça c'est pas nouveau, c'est pas le RGPD, c'est depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013, si un traitement n'est pas déclaré, vous vendez votre boîte, il y a une possibilité de nullité de la vente. Et ça parle aux dirigeants. Ah bon? Et la garantie de passif? On peut vous contraindre à donner des garanties sur un risque judiciaire. Alors que si votre base de données, c'est-à-dire si vous prenez le chantier de la conformité correctement, si vous faites assister, vous pourrez valoriser à terme et en faire un facteur de différenciation concurrentielle. Et donc, il faut qu'on parle d'argent, de retour sur investissement, de responsabilité RSE, parce que sinon, sans cela, les dirigeants ne s'intéresseront pas à cette transition numérique, ne feront pas partie du match et effectivement, les plus petits seront éliminés du marché au profit des gros et le RGPD manquera sa cible.